Oui, merci Edem pour cette chaleureuse présentation, merci de votre présence. Je dois commencer par un peu des excuses parce que mon exposé va remonter aux origines. Quand Edem m'a proposé de réfléchir à cette question, et sachant à peu près qui étaient les autres intervenants, j'ai essayé de me concentrer sur un aspect qu'on pourrait qualifier dans une tradition qui est celle de Jean-Pierre Vernant ou de Ignace Meyerson, de l'outillage mental, c'est-à-dire la façon dont une société se donne les moyens de se confronter au passé, de se confronter au passé pour s'en enorgueillir ou pour le refuser. Pour moi, il y a dans toute vision du passé, avant même l'archéologie, ce qu'on pourrait appeler le conflit entre l'archéophilie et l'archéophobie. Les gens qui rejettent le passé pour mille raisons et les gens qui, au contraire, se précipitent vers ce passé pour y trouver des moyens de raisonner. En Occident, nous connaissons très bien l'aphorisme de saint Augustin qui dit que qui veut connaître les fins doit connaître les commencements et qu'il n'y a pas de salut si on veut entendre l'histoire sans l'avoir en quelque sorte observée depuis ses origines. Mais on trouve ça dans la culture arabo-musulmane chez un écrivain comme un philosophe comme Al-Jahiz, qui écrit tout simplement « Dieu a rendu inhérent en nous le besoin de connaître l'histoire de nos prédécesseurs, de la même façon que nos prédécesseurs ont eu le besoin de connaître l'histoire de leurs prédécesseurs, et juste comme ils devront dans le futur se préoccuper de la nôtre. » Donc l'idée de continuité, je ne dis pas qu'elle est partout présente et partout évidente, mais elle fait partie d'un acquis que les érudits, d'une culture à l'autre, chérissent et développent. Cependant, regarder le passé, c'est important, mais quel passé ? Il y a une clé anthropologique qui nous est fournie par le plus important auteur qui, en Occident, a été en quelque sorte celui qui a donné l'appareil technique pour la considération du passé. Pausanias, donc qui écrit à l'époque romaine, qui regarde en quelque sorte le passé de la Grèce, il explique ceci qui n'est pas sans intérêt. Quand on voit ensuite la ferveur philhellénique de nos antiquaires du début, de la fin du Moyen-Âge ou des Lumières. Les Grecs montrent plus de talent à admirer ce qui provient de l'étranger que ce qui se trouve chez eux, en sorte que si les meilleurs de leurs érudits ont analysé dans le moindre détail les pyramides des Égyptiens, ils n'ont pas accordé le moindre souvenir au trésor de Minas, au mur de Turinthe, qui ne sont rien moins admirables. Donc, le passé est une question de choix. On ne, on ne découvre pas le passé sans des lunettes ou des instruments d'observation pour l'interpréter. Et ça va être un peu sur ce point que je vous invite à ce retour en arrière pour déboucher dans la seconde partie de mon travail sur Fourmont et sur le comte de Laborde. Cicéron nous a donné, je dirais, une réflexion qui est fondamentale, qui est celle de comment faire par rapport à la multiplication des ruines. Au cours d'une promenade à Athènes, Pison déclare « Il y a une telle force de souvenir dans ces lieux que nous en sommes en quelque sorte dévastés. » Et le jeune Lucius, un de ses amis, répond « Tout cela, les souvenirs de l'Antiquité, est d'une richesse infinie dans cette ville. Quoi que nous trouvions, nous reconnaissons un vestige de quelque histoire. » Donc le sol est plein de vestiges. Et ce sol fait apparaître une figure, comme tout à l'heure nous voyions la figure de la Grèce, c'est la figure de la mémoire. Nous fîmes les 6 stades de la porte d'Hippile à l'Académie, quand nous fûmes arrivés dans un si beau lieu, et qui n'est pas célèbre sans cause, nous y trouvâmes toute la solitude que nous voulions. Alors Pison, est-ce par un dessein de la nature, nous dit-il, ou par une erreur de notre imagination, que lorsque nous voyons des lieux où l'histoire nous apprend que de grands hommes ont passé une partie de leur vie, nous nous sentons plus émus que quand nous écoutons le récit de leurs actions ou que nous lisons quelques-uns de leurs écrits. C'est là ce que j'éprouve moi-même en ce moment. Le souvenir de Platon me vient assaillir. Donc la fièvre,
l'émotion, elle sort ou elle sourd de cette évocation des grands hommes quand on entreprend l'observation des paysages du passé. Et dans un célèbre poème, la Pharsale de Lucain, à la fin, sur les ruines de Troie, César est saisi par le passé. Et il est tellement saisi par ce passé qu'il en voit la fin. Je vous cite la fin de cette citation. « Maintenant, des buissons stériles et des troncs pourris de chênes écrasent le palais d'Assuaracus et ne tiennent plus les temples des dieux que d'une racine fatiguée. Pergame tout entière est ensevelie sous les ronces, les ruines elles-mêmes ont péri. Essiam périerait ruiné. » Et ça, si vous voulez, c'est le motto de la naissance d'une conscience antiquaire qui traverse toute l'histoire et dont César sera un des exemples, et dont Pausanias tiendra, dans son style gourmet, qui n'a pas l'enchantement poétique, le conte. Si Mégalopolis, que les Arcadiens avaient fondée avec tout leur zèle et en qui les Grecs avaient placé les plus grands espoirs, se trouve maintenant dépouillée de toute sa parure et de son ancienne prospérité, si en majeure partie elle n'est plus aujourd'hui que ruine, je ne m'en suis nullement étonné, sachant que la volonté divine est de créer sans cesse du nouveau et que de la même façon, la formule transforme toute chose. Ce thème de la réversibilité des choses humaines, de la fragilité de l'homme dans la nature, il est au cœur d'une pensée qui naît en Grèce, mais qui irrigue la philosophie occidentale comme une partie de la philosophie islamique, chez Ibn Khaldun par exemple, ou dans d'autres champs, et dans une tradition totalement différente, toute la Chine des Song. Donc, Pausanias est fasciné par cette désertification, par ce qui secoue le monde. Il y a un texte qui est intéressant, parce que c'est un texte d'époque byzantine, qui est une fausse lettre attribuée à l'empereur Julien. Rappelez-vous, l'empereur Julien est considéré comme celui qui voulut rétablir les cultes non chrétiens. Et Julien écrit aux prêtres de Delphes, selon ce poème d'un auteur byzantin, pour savoir ce qui se passe sur le site qui a été le poumon intellectuel de l'existence des cités grecques. Et les prêtres sont censés avoir répondu ceci à la lettre de l'empereur qui se souciait du passé. Dites-le à l'empereur, elle a croulé au sol la demeure des Daliques. Phoebos et Apollon n'a plus de cabane, la petite cabane qui le protégeait, plus de laurier prophétique, plus de sources bavardes, elle s'est tarie, même l'onde bavarde. Donc la nature se fait la complice de l'histoire pour abolir le temps, pour porter la vision de quelque chose qui a disparu. Cela est lié à une tradition qui commence dans le monde grec ancien, mais que la tradition byzantine, puis partiellement la tradition ottomane, nous le verrons, a maintenu. L'archevêque d'Athènes, Choniates, frère d'un célèbre chroniqueur de l'époque, prend son siège d'Athènes et déclare ceci au début du XIIe siècle. « Je ne sais avec certitude si j'ai été désigné à la tête des nobles athéniens parce que je n'ai pu encore vérifier si le véritable Athènes est vraiment conservé, si celle-ci est vraiment celle d'autrefois, et non un nom prononcé, à vide, même si en me la faisant visiter, quelqu'un ne m'en donnait les preuves éclatantes. Ceci est le Péripathos, ceci est la Stoa, l'Acropole est dans cette zone et le Pirée au contraire est en bas. Tout cela ne me convainc pas que je suis en train de regarder l'Athènes d'autrefois. » C'est ce qu'Édème évoquait tout à l'heure, c'est est-ce qu'on se reconnaît ou on ne se reconnaît pas? Et la violence même de la culture byzantine contre, en quelque sorte, les habitants des ruines est incroyable, parce qu'il y a des récits, je n'ai pas le temps de m'y attarder ici, qui comparent les habitants de Pergame à des rats, parce que les habitants contemporains de Pergame au XIIIe siècle sont des gens, nous disent ces érudits, incapables de maintenir la tradition architecturale et la grandeur de la Grèce. Donc il y a à l'intérieur même de la culture byzantine une espèce d'auto-réflexion disruptive face au passé. Je vois que tu ne réussis pas à observer sans pleurer Athènes, qui a perdu dans une si forte mesure, je ne dis pas sa splendeur antique, mais aussi sa forma urbis. Extraordinaire, le concept de forma urbis en latin dans ce texte grec médiéval.
Tu vois des murs en partie rasés au sol, en partie complètement détruits, la place des maisons écroulées, devenue terrain agricole. Tu vois la cité comme un grand désert vidé de ses habitants, avec une barbarie encore plus violente que celle des Perses. Le temps s'en est pris aux splendeurs de la cité, avec comme terrible allié la haine. Et donc, si tu ne t'empressais de chercher, tu ne te retrouverais même pas une ruine de l'ailier, du péripathos, du lycée. Vous voyez l'ambiguïté, la complexité des ruines. Il est intéressant de voir qu'au même moment, les Seldjoucides n'hésitent pas à se référer au passé dans cette inscription de Sinope, que je trouve extraordinaire, dans lequel vous avez en bilingue une mise en valeur du passé. C'est au moment de la conquête de Sinope par le sultan Izaldin en 1212, et il explique ceci: le conquérant qui a conquis Sinope avec l'épée de Khosroès, le vainqueur des ennemis de Cacius. Donc Khosroès, c'est l'allusion sassanide, et les Sassanides sont un des outils dans la culture islamique pour considérer le passé. Dans la tradition érudite qui commence à se faire jour au début du XVe siècle en Italie et qui va irriguer toute la fièvre des ruines et toute la fièvre du passé occidental, cette idée de la reconquête du passé est fondamentale. Mais elle s'accompagne, je dirais, d'un regard autoptique, où on regarde les ruines de près. Regardez Buondelmonti, plus cartographe qu'antiquaire, mais qui décrit un site en Crète. Pendant que nous contemplions ces merveilles, nous entrions dans le port de Pénix, aujourd'hui appelé Loutro, et nous vîmes une cité d'une haute antiquité avec ses colonnes abattues. Parmi elles, près des maisons des paysans, nous découvrîmes des tombeaux faits du marbre le plus blanc, au milieu desquels les porcs cherchaient leur pâture et griffaient toutes ces splendides sculptures. Je vis de nombreux bustes de statues, et parmi elles gisaient çà et là des fragments de monuments de marbre. Donc ceci porte Buondelmonti à l'idée de cartographier, de renseigner, d'observer. Il y a une direction, une dimension de lutte contre l'érosion dans la naissance de cette fièvre antiquaire. Cyriaque d'Ancône, c'est le passage le plus fameux de son œuvre, dans lequel il parle « Réveiller les morts », compose ce récit édifiant. Au XVe siècle, c'est un contemporain de Buondelmonti. À un prêtre qui l'interroge sur ses activités, il répond « Je lui répondis sur le moment que j'avais appris parmi les oracles de la Pythie à faire revivre les morts du monde d'en bas. Et après avoir dit cela, je le laissais dans son ignorance et sa confusion, l'esprit tourneboulé, car je pensais ne pas devoir abandonner mon art, l'art de faire parler les morts en lisant les inscriptions, en dessinant. Un ami, d'où il apparaît, révérend père, que nous pouvons non seulement, du fait de notre art, quelques jours réveiller du monde des morts la valeur abolie des hommes, mais aussi en tout cas rappeler à nouveau du monde d'en bas, à la lumière, les noms des cités. C'est le travail de l'épigraphiste qui est capable de reconstruire à partir des inscriptions. Et vous voyez la fidélité des dessins levés par Cyriaque. Ce n'est pas le cas de tous ses contemporains. La vision d'Athènes, courant du XVe siècle, elle est plutôt celle d'une ville médiévale. Et en quelque sorte, de la même manière qu'on décrit les Grecs et les Romains dans les chroniques médiévales et du début de l'âge moderne, habillés comme des hommes du XVe siècle, on décrit Athènes comme une cité médiévale occidentale. Voilà la représentation de Courtry. Et de façon contrastive, voici ce que nous raconte Critoboulos d'Imbros, le secrétaire du sultan Mehmet, l'homme qui va faire tomber Istanbul, et qui lui a dédié une histoire qu'il veut de la même veine et de la même qualité que les histoires des empereurs romains. Le sultan fut saisi, pardonnez les fautes de frappe, d'admiration pour la cité et ses merveilles, car il avait entendu bien des choses concernant sa sagesse et ses vertus d'Athènes. Aussi était-il fort soucieux de voir la cité et de connaître son histoire et celle de tous ses bâtiments, et en particulier de l'acropole elle-même et des lieux où ses héros avaient exercé le pouvoir et accompli tant de choses. Il vit la cité et fut stupéfait, et il en fit des louanges, et tout particulièrement de l'acropole qu'il visita. Et c'est là que la phrase est fondamentale. À partir des ruines et des vestiges qu'il reconstruisit mentalement, les édifices anciens, en hommes sages, philhellènes et grands rois, et il se représentait quel était leur aspect dans leur passé. Donc vous voyez le travail intellectuel
de Critoboulos qui prête au sultan non seulement l'admiration des choses, mais la volonté de les reconstituer, de les remettre dans leur contexte historiographique. Et c'est ça qui est au cœur de la naissance de la topographie antiquaire. Vous m'excuserez, j'ai un peu cédé à l'attrait documentaire. Les premières cartes du XVIe siècle nous montrent le relief et les positions géographiques des principales villes, avec la question comment identifier. Quel est le passage? C'est un problème qui obsède les érudits depuis les pères de l'Église. Comment trouver le lieu de la Passion du Christ? Comment trouver le lieu précis d'Athènes ou de Delphes, comme l'ont dit Chroniates. Une brochure parue à Bâle en 1545 est un travail extraordinaire parce que c'est la première topographie systématique de toutes les cités grecques. Mais comment ces cités grecques sont-elles représentées? Comme des gravures venant des villes allemandes ou rhénanes du XVIe siècle. On peut montrer même philologiquement qu'une partie de ces images ont servi, regardez Olympie de Gerbel, évidemment ça ressemble beaucoup plus à Nuremberg qu'à autre chose, et ce n'est pas un hasard parce que c'est une partie de la gravure de Nuremberg. Donc qu'est-ce que c'est que l'outillage visuel et l'outillage mental? C'est une volonté d'approcher les choses. Le tournant positiviste cartographique est beaucoup plus tardif, il date de 1600, enfin du XVIIe siècle. Le plan d'Athènes de Wheeler sera coextensif à la première carte trigonométrique jamais levée de la Grèce. Elle le sera par un astronome de Cambridge, ami de Wheeler. Et donc, avec ces plans normés, Wheeler cherche à créer une représentation fidèle. Mais il n'a pas lui-même l'outil topographique. Et qui dispose de l'outil topographique? Eh bien, les ingénieurs topographes des rois. C'est donc ce Verneda qui, donc c'est au moment où Athènes va subir la plus violente des agressions, quand les Génois vont faire le siège, que ce Verneda va lever les positions topographiques d'Athènes, et même il va les insérer dans les lieux où il installe les canons qui auront les conséquences que vous pouvez admirer encore aujourd'hui sur le site de l'Acropole. Donc il y a là encore une ironie de l'histoire qui renvoie bien à Pausanias, c'est quand une armée étrangère, avec tous les moyens techniques, tente de prendre la cité d'Athènes, qu'apparaissent pour la première fois les plans fidèles qui contrastent, par exemple, avec ce que l'abbé Gélouin, le plus grand érudit qui a remis en traduisant en français Pausanias au cœur de la connaissance de la Grèce, prétend illustrer dans son livre. Cela conduira à toute une topographie qui m'amène au cœur de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, la mission des Fourmont, l'oncle et le neveu, l'oncle, l'érudit, qui est aussi un hébraïsant et un spécialiste de langues orientales, et son neveu qui dessine. Ce qu'il y a d'extraordinaire, je ne peux vous en montrer que quelques-unes, il y en a plus de 200 dans les miniatures de Fourmont, c'est la volonté de procéder à une anatomie topographique des villes de la Grèce. Donc on rompt progressivement avec la vieille image, on installe dans des lieux normés, avec des orientations précises, des mesures, l'ensemble de la documentation que le récit antiquaire peut proposer. Vue cavalière, vue panoptique, vue détaillée, l'ensemble de la pharmacopée topographique est inventé à ce moment-là. Fourmont n'en a pas le privilège, mais son dossier est le plus riche qui se puisse trouver, même si son destin a été un peu triste parce que, en même temps qu'il collectait des images de documents, il collectait des inscriptions, et ces inscriptions, il les avait trafiquées pour faire plus jolies. Donc, dans la profession des épigraphistes, Monsieur Fourmont, l'abbé Fourmont, est toujours un peu critiqué. Mais voilà à quoi ces progrès amènent. C'est la fameuse carte d'Anville, et le fait que dans les collections royales en France, le cabinet cartographique du roi possédait en quelque sorte deux séries. La série de la topographie française et la série de la topographie du monde grec. Et là, vous voyez encore ce que Edem expliquait tout à l'heure, la nécessité, la volonté de comment dirais-je,
de retrouver des origines de l'Antiquité qui jusque-là étaient contenues dans des textes, mais que les images ne pouvaient pas décrire de façon technique. C'est le travail que développeront les voyageurs postérieurs à Fourmont. La Society of Delayed Antiques financera toute une série de voyages. Et je vous laisse méditer la façon dont Chandler écrit que chacun des monuments qu'il peut observer sera dessiné, mis en place, je dirais en quelque sorte, architecturé. Là, le dessin topographique, le dessin documentaire ne naît pas par enchantement, il est le fruit d'une accumulation structurelle. Alessia parlera de Fauvel dans quelques temps, mais dans les dessins de Fauvel, on voit qu'on échappe à ce qui se trouvait évident dans les représentations du XVIe siècle et qui devient une volonté de s'approprier le passé. Volney, dont le livre, par la densité d'écriture et le lien qu'il établit entre le présent et le passé, transformera le goût des ruines qui est coextensif à la fièvre dont nous parle Edem, Volney inventera, je dirais, une technique du retournement des ruines contre l'autorité des sociétés, contre l'autorité des gouvernants. C'est son invocation aux ruines de Palmyre. Ô tombeau que vous possédez de vertu, vous épouvantez les tyrans, vous empoisonnez d'une terreur secrète leur jouissance impie, ils fuient votre incorruptible aspect et les lâches portent loin de vous l'orgueil de leur palais. Donc il y a l'admiration, mais la dépréciation en même temps. Vous punissez l'oppresseur puissant, vous ravissez l'or au concussionnaire avare et vous vengez le faible qui l'a dépouillé. Vous compensez les privations du pauvre en flétrissant de soucis le faste du riche, vous consolez le malheureux en lui offrant un dernier asile. Et donc, ça, ce sont les pages célèbres qui rappellent celle de Mercier, qui dit « Je préfère voir les Arabes détruire Palmyre pour s'en faire des cabanes que voir ces temples et ces colonnades dans leur splendeur oppressive. » Et d'une certaine façon, même Chateaubriand, avec son discours pourtant très catholique, reviendra à cela. Tous les hommes ont un secret attrait pour les ruines. Ce sentiment tient à la fragilité de notre nature, à une conformité secrète entre ces monuments détruits et la rapidité de notre existence. Donc même chez le plus brillant des penseurs catholiques, la construction du passé devient un des éléments de l'intelligence des choses. Face à l'opulence des antiquités d'Asie mineure, les antiquaires sont parfois absolument comment dirais-je, pris en défaut dans leur vision occidentale. Le théâtre d'Aspendos et son instrumentation seljouki en est un cas. Mais ce qui est tout à fait important, c'est la façon dont un des plus grands érudits du début du XIXe siècle, Alexandre Laborde et son fils, le dessinateur Léon de Laborde, vont reprendre ces dossiers. Dans son introduction à son voyage, il explique ceci. Nous avons laissé à Naples le luxe des bagages. Nous emportons avec nous le nécessaire en attendant que nous soyons obligés de nous contenter de l'indispensable. Ce sont encore des toilettes complètes, des bibliothèques de choix, des habits du matin et des habits du soir, des livres de croquis et des albums pour déterminer nos dessins. Vous voyez que se transporter dans l'espace, à cette époque-là, c'est avoir une suite et avoir une bibliothèque portative, c'est avoir des outils, c'est en quelque sorte transférer le site d'observation occidental dans ce monde oriental. Tous les arts du Moyen-Âge, inspirés par tous les arts de l'Antiquité, les uns et les autres encore en présence, font de la Pouille un musée rempli d'intérêt, mais qui semble fermé, car personne ne vient le visiter. Donc la pérégrination, la visite, c'est l'outil intellectuel et social. À Rogné, Laborde est absolument saisi par la muraille. Cogné, dans l'état d'abandon et de misère où il est tombé, ressemble à un nain couché dans son lit de géant. La ville moderne est comme perdue dans sa vieille enceinte. Du haut de son ancienne acropole, l'œil plane sur un parterre de terrasses faites de boue comme des maisons basses dont elles forment les toits. De loin en loin, une vue un peu plus large, une mosquée ruinée, un minaret découronné interrompent la monotonie de cet aspect.
À l'horizon, une plaine immense qui semble un lac. Cette ville semble avoir été prise d'assaut et saccagée. Sa vue laisse au cœur une profonde compassion. Mais est-ce que ce site, qui dans son dénuement et sa pauvreté se présente aux voyageurs, n'a pas lui-même une histoire? Et est-ce que cette histoire n'est pas faite de complicité et, je dirais, d'amour pour les vieilles pierres? Et là, il y a l'éloge des Seljoucides par Laborde. Ces vigoureux fondateurs d'un empire que 1000 révolutions n'ont pas abattu, que la convoitise de ses voisins entamait à peine, avaient trouvé une petite ville. Ils la remplacèrent par une forteresse redoutable, élevée au milieu de la ville, ceinte elle-même d'une ligne de murailles formidable, d'où s'échappent de nombreuses tours et un bastion qui les commande. C'est dans ces murailles et dans les tours, les unes rondes, les autres carrées, dont elles sont flanquées, qu'ils encastrèrent, comme dans les parois d'une salle d'un musée, tous les fragments de sculptures antiques et toutes les inscriptions grecques qu'ils purent recueillir. Cette vue donne une idée de ce gracieux et magnifique arrangement. Donc les Seljoukides présentent, dans leur exercice du pouvoir, un moyen d'historiciser leur présence avec les spolia, donc les inscriptions ou les reliefs ou les fragments d'architecture venus du passé. Et le muséographe nouveau et révolutionnaire qu'est le comte de Laborde pense qu'il a trouvé chez les Seljoucides un modèle. Et il expérimente ce modèle dont les vues extraordinaires qu'en donne son fils Léon de Laborde, jeune homme qui était très doué pour le dessin, mais que son père avait envoyé étudier le grec au meilleur endroit qui se pouvait au début du XIXe siècle, c'est-à-dire à l'université de Heidelberg, sous la houlette du célèbre Friedrich Kreutzer. Donc vous voyez qu'il y a là tout un effort. Et cet effort me fait penser à la suggestion d'Édème sur la fièvre. Léon de Laborde, quand il dessine cet ensemble, vous voyez les remplois là qui sont extraordinaires, à ces mots, que vous trouvez à la page 49 de son voyage, « La vue de ces magnifiques monuments me donne une envie violente de dessiner, un vif besoin de transporter sur le papier le souvenir de mes impressions, et cependant il est plus raisonnable de tout voir d'abord pour se rendre compte des dispositions générales du grand ensemble. » Il y a une discipline de la vue qui doit lutter pour permettre à l'antiquaire de contrôler, en quelque sorte, son attraction irraisonnée. Et ça, c'est extraordinaire parce que vous le trouvez aussi bien chez Cyriaque d'Ancône qu'au XIIe siècle, chez le plus grand antiquaire chinois qui s'appelait Ouyang Xiu. Mais est-ce que tout le monde partageait ce point de vue? Voilà, le général von Moltke ne dit plus grand-chose à ceux qui ne sont pas historiens. Après Napoléon, il est considéré comme le plus grand stratège de toute l'histoire militaire du XIXe siècle. Et le culte qui lui est rendu par la monarchie prussienne est absolument incroyable. Si vous vous déplacez sur le site du général, vous verrez que le nombre de décorations qu'il a su accumuler, y compris la Légion d'honneur et quelques autres, qu'il a pu accumuler dans sa vie, dépasse peut-être celui de tous les souverains européens. Von Moltke avait été détaché auprès du haut état-major ottoman pour instruire les troupes ottomanes et les moderniser. Il est aussi passé à Rogna, mais il en a une vision totalement différente de la vision humaniste et stratigraphique de Laborde. Un mur haut et vaste, je traduis d'après le texte de Guirlich. Un mur haut et vaste avec des centaines de tours enferme un champ vide avec quelques ruines écroulées. Dans ce mur, tu vois des autels païens, des pierres tombales chrétiennes, des inscriptions perses et grecques, des images de saints et des croix génoises. L'aigle romain et le lion arabe insérés sans aucune précaution, comme ils s'adaptaient au milieu dans une meurtrière ou un créneau. Donc là où Laborde voit la grandeur de la stratigraphie intellectuelle et la volonté de récupérer le passé, le célèbre général allemand ne voit que désordre, désaffection, oubli. Et je m'arrête là. Merci beaucoup.